Plus de 45 morts en 2 jours, c'est le décompte macabre enregistré au Nigeria hier et aujourd'hui suite aux 2 attentats meurtriers perpétrés par Boko Haram. Ce jeudi, c'est la ville de Kano qui a été attaquée quand hier c'était une explosion qui détruisait le marché de la ville de Yola. Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats de Paris, a été tué hier dans l'assaut de Saint-Denis. Confirmation faite ce jeudi. Dans la foulée, un projet de loi renforçant l'état d'urgence a été voté dans la journée à l'Assemblée nationale française. Fin du forum des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. La rencontre a accouché de 30 recommandations qui ont été présentées au Premier ministre. Ce forum vise l'élaboration d'une stratégie pour freiner la dégradation de la nature. Et puis ce soir, on s'intéresse aussi au passage piéton, cette partie de la route aménagée pour assurer la sécurité de la traversée des voies aux populations. Des ouvrages très souvent délaissés et rarement pratiqués par les piétons qui préfèrent traverser les routes en faisant fi des dangers. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Près de 50 personnes ont péri au Nigeria en 48 heures. Elles sont les victimes de 2 attentats meurtriers perpétrés par Boko Haram hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la ville de Kano qui a été attaquée, causant 15 morts et plus de 50 blessés. Hier, c'était une explosion produite dans le marché de la ville de Yola qui faisait plus de 30 morts et 80 blessés. Le récit de Gabriel Zani. Les jours se suivent et se ressemblent au Nigeria. Après l'attaque suicide perpétrée à la bombe mardi 17 novembre, une autre attaque, cette fois à base d'explosifs, a eu lieu mercredi 18 novembre dans la plus grande ville du nord du pays, Kano. L'attaque a fait plus de 15 morts et de nombreux blessés. Des adolescentes se sont fait exploser en plein milieu d'après-midi au marché des téléphones portables. L'une des kamikazes s'est située à l'entrée et l'autre à l'intérieur du marché. Encore une fois, tous les regards sont rivés vers la secte islamique Boko Haram, car selon les autorités nigérianes, cette énième attaque porte les signes du groupe désormais affilié à l'organisation État islamique. En juillet dernier, ce scénario s'était produit à 4 reprises, avec une fois encore des jeunes filles utilisées comme kamikazes. En 2 jours, les attaques à répétition dans le pays ont fait plus de 47 victimes. À ce jour, le groupe salafiste a causé la mort de plus de 17 000 personnes dans le Nigeria et dans les pays voisins. En France, Abdelhamid Abaoud, le cerveau présumé des attentats de Paris, a été tué hier dans l'assaut de Saint-Denis. Confirmation faite ce jeudi. Dans la foulée, un projet de loi renforçant l'état d'urgence a été voté dans la journée à l'Assemblée nationale française. Le point de la situation dans le pays avec Gabriel Zani. Abdelhamid Abaoud, tête d'affiche du contingent des djihadistes francophones de l'État islamique, a été tué dans les assauts menés à Saint-Denis en France. L'information vient d'être donnée par le parquet français. Mais la traque se poursuit par ailleurs contre Salam Abdeslam, 26 ans, soupçonné d'être un des membres du groupe qui a mitraillé vendredi les terrasses de cafés et de restaurants parisiens avec son frère Brahim Abdeslam qui s'est fait exploser. Pendant ce temps, les frappes françaises en Syrie se multiplient. Des bombes sont larguées sur le centre névralgique de l'État islamique à Raqqa. La France a lancé son porte-avions Charles de Gaulle vers la Syrie. Ce porte-avions nucléaire va pouvoir tripler les rotations aériennes pour frapper le groupe État islamique sur place. Depuis mercredi, les raids aériens français sont renforcés par les frappes russes. Ces frappes ont causé la mort de 33 djihadistes de l'État islamique, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est dans ce contexte pesant que les députés viennent de voter ce jeudi un projet de loi renforçant l'état d'urgence décrété par le président français François Hollande. Ce texte prévoit la prolongation de l'état d'urgence pour une période de 3 mois à compter du 26 novembre jusqu'à fin février 2016. D'autres images de la France qui fait face aux multiples attaques à répétition. Le pays se veut intraitable face aux éventuels perturbateurs de la quiétude quotidienne des Français. Aujourd'hui même, l'Assemblée nationale a donné son feu vert pour le prolongement du projet de loi sur l'état d'urgence décrété par François Hollande depuis vendredi. Les députés se sont penchés également sur l'élargissement du régime des perquisitions et des assignations à résidence. En clair, toutes ces mesures devraient permettre aux policiers hors service d'être armés d'une part et d'autre part le port obligatoire de bracelets électroniques pour les personnes suspectées de terrorisme et autres actes malsains. Après les députés, cette loi passera demain devant le Sénat comme l'exige la Constitution.
Et les voix continuent de s'élever ici en Côte d'Ivoire pour soutenir la France. Aujourd'hui, les députés sont descendus dans les rues d'Abidjan pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes de Paris. Parti de l'Assemblée nationale, le mouvement s'est arrêté à la place du monument aux morts d'Abidjan où une gerbe a été déposée. Le témoignage de Michel Digré. Une marche de soutien à la France. Les attentats terroristes qui ont secoué ce pays ne laissent pas indifférents les députés ivoiriens et agents de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ils l'ont démontré dans les rues du plateau. Et la France est un pays frère et avec ce qui s'est passé, que nous déplorons, il était bon pour nous, les députés de Côte d'Ivoire, de faire cette preuve de soutien à nos frères de la France. Une gerbe de fleurs a été déposée à la place du monument aux morts en mémoire des victimes. C'est notre pays, la France, notre deuxième pays. Et vraiment, il était de bonne loi que nous venions assister la France, leur dire que nous sommes de tout cœur avec eux et que la Côte d'Ivoire compatit à cette grande douleur, à cet acte effroyable qui a été fait par les terroristes. Ce geste que vous accomplissez nous va vraiment droit au cœur. C'est la représentation nationale ivoirienne qui est venue aujourd'hui déposer cette gerbe à la mémoire des victimes de Paris et de Saint-Denis. C'est vraiment quelque chose qui montre que nous sommes très proches et qui nous touche beaucoup. Au nom de tous mes compatriotes de Côte d'Ivoire et de France, nous vous remercions vivement. C'est ensemble que nous viendrons à bout du terrorisme. Ce sont en ces termes que l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Georges Serre, a invité toute la communauté internationale à une synergie d'action pour lutter beaucoup plus efficacement contre les attentats terroristes dans le monde. Autre sujet, le Forum des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau a pris fin aujourd'hui. La rencontre a accouché de 30 recommandations qui ont été présentées au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ce forum vise l'élaboration d'une stratégie pour freiner la dégradation de la nature. Les précisions de Serge Collier. Au terme de 3 jours de travaux, les participants au Forum des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau ont fait 30 recommandations. Entre autres recommandations, élever la forêt au rang de priorité nationale, rétablir l'intégrité du domaine forestier, gérer durablement les forêts protégées, créer l'autorité chargée des ressources en eau, prendre le décret d'organisation et de fonctionnement du Fonds de gestion des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques ou encore accélérer l'adoption du code de la faune, élaborer les textes d'application du nouveau code foncier. Il s'agit de créer en Côte d'Ivoire les conditions d'une gestion durable des ressources naturelles. Monsieur le Premier ministre, je puis vous assurer de notre détermination à conduire le processus des États généraux à son terme pour produire très rapidement le plan de développement stratégique 2016-2045 et ses dérivés nécessaires à son application efficace dans le sens d'une nouvelle vision et des objectifs nationaux et régionaux, afin de mieux répondre aux enjeux du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Le Premier ministre a pris bonne note de toutes les recommandations que le gouvernement, a-t-il promis, traduira en actes. L'ensemble de vos recommandations seront examinées avec la plus grande attention par le gouvernement, aux fins de déterminer les voies adéquates de leur mise en œuvre, dans la perspective de la gestion durable des ressources naturelles pour les générations présentes et futures. Ce forum qui s'est tenu du 16 au 19 novembre à Abidjan et à Dabou marque la première étape du processus des États généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau. Les prochaines étapes porteront sur la planification stratégique et la table ronde des bailleurs de fonds. Une autre activité qui devrait aider à préserver l'environnement, le lancement dans la journée du renforcement des capacités des magistrats en droit de l'environnement. Initiative évidemment du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. L'enjeu est de former et impliquer davantage les magistrats dans la protection de l'environnement sur l'ensemble du pays. Konepar Gassoro, Herman Niamien. Les magistrats de Côte d'Ivoire formés au droit de l'environnement, droit indispensable au développement durable. Cette initiative du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, à travers sa direction des affaires juridiques et du contentieux,
vise à impliquer davantage les magistrats dans la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. Les magistrats sont les dépositaires de la loi. Dès lors qu'ils sont conscientisés à la chose environnementale, à la nécessité de faire en sorte que chaque citoyen respecte l'environnement, que chaque citoyen ait un réflexe dans le sens du développement durable, nous sommes sûrs que nos compatriotes obéiront. Et je crois aujourd'hui qu'il faudra forcément passer par la phase de répression, mais également aussi par la phase pénale. Cette cérémonie de lancement a bénéficié du soutien du ministère de la Justice et des Libertés publiques. Nous faisons face à un réchauffement climatique de plus en plus accru au point d'hypothéquer l'héritage des générations futures. Face à ces constats, des réglementations sur la protection de l'environnement et la préservation de notre cadre de vie ont été élaborées dans des conventions internationales. Pour les participants, cette formation vient à point nommé. Nous sommes encore élèves magistrats et nous allons nous familiariser avec ce droit-là afin que nous puissions répondre aux attentes des justiciables. Durant 6 mois, une cinquantaine de magistrats ivoiriens seront formés sur le droit de l'environnement. La société civile ivoirienne fait un plaidoyer pour la signature de l'accord universel sur le climat et le maintien du réchauffement global en dessous des 2 degrés Celsius, signature qui sera au cœur de la COP21 à Paris dans 11 jours. C'est une action de l'ONG Défis climatiques et citoyenneté Déclic, Estelle Brou, Ami Sissoko. L'avenir de la planète en jeu du 30 novembre au 11 décembre prochain. La 21e conférence des parties COP21 se tiendra à Paris, en France. Cette conférence devra consacrer la signature du premier accord universel sur le climat. Objectif, maintenir la température mondiale en dessous de 2 degrés pour sauvegarder la planète des impacts négatifs du réchauffement. Avant ce grand rendez-vous, les sociétés civiles de chaque pays se mobilisent pour la signature de ce premier accord universel sur le climat. La Côte d'Ivoire n'est donc pas en reste. La société civile ivoirienne fait son plaidoyer. Ensemble, avec le district d'Abidjan, l'ONG Défis climatiques et citoyenneté lance un appel pour une lutte efficace contre le changement climatique. Dans nos activités, nous travaillons beaucoup avec les communautés qui sont les plus défavorisées, ces communautés-là qui subissent le plus les impacts des changements climatiques. Nous voulons que dans l'accord qui sera signé, les préoccupations de ces communautés soient prises en compte. Au-delà de 2 degrés, les conséquences du réchauffement climatique seront sans précédent selon les experts. Si on reste en dessous de 2 degrés, il y aura très souvent les inondations. Il y aura très souvent la sécheresse intense. Pour la société civile, la réussite de la COP21 est primordiale pour tous les pays, mais surtout pour les pays en développement. Les résolutions de cette rencontre seront remises aux décideurs. En conformité avec les directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le gouvernement ivoirien a décidé de transformer la Chambre des comptes de la Cour suprême en Cour des comptes. Ce changement va naturellement entraîner le renforcement des missions de contrôle de la gestion des finances publiques. À cet effet, un séminaire se tient à Yamoussoukro. Il s'agit pour la justice financière d'examiner dans les détails les textes régissant le nouveau cadre juridique. Lanciné Bakayoko, Léon Bro. La mise en place de cette Cour des comptes entre dans le cadre de l'intégration de l'espace économique communautaire sous-régional. La juridiction financière opérationnelle au plus tard à fin mars 2016 aura dorénavant plus de facilité pour la transposition correcte et efficiente des normes professionnelles sur des questions techniques relevant du contrôle des finances publiques. La mutation de la juridiction ivoirienne permet d'être considérée davantage comme une vigie, un vivier, un levier de la bonne gouvernance financière sous réserve d'une vigilance de tous les instants. Une telle vision, non seulement est dans l'air du temps, mais elle participe à l'approfondissement de l'état de droit par un développement des institutions de contrôle effectif des finances publiques.
Au-delà de la responsabilité des acteurs du circuit de la dépense publique, des objectifs précis sont assignés à la gestion qui, finalement, replace le citoyen au cœur de l'intervention publique. En adoptant les directives de l'UEMOA et les pratiques admises dans les cours des comptes modernes, la Côte d'Ivoire élargit et amplifie les missions qui sont désormais les siennes. Au plan matériel, de nouveaux métiers sont expressément dévolus à la Cour des comptes. On parlera désormais d'audit de performance, de certification des comptes, d'évaluation des politiques publiques et même des diagnostics. Cette rencontre est organisée avec l'appui du don de gouvernance et de développement institutionnel des GDI. Elle devrait déboucher sur l'élaboration d'un plan stratégique 2016-2018 de la Cour des comptes. On en vient à cette rencontre entre des opérateurs économiques ivoiriens et des responsables de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Les échanges se sont tenus à l'hôtel Ivoire de Cocody. Il s'agissait pour le secteur privé ivoirien de donner une appréciation sur les services et l'engagement de la BOAD dans le pays. Juliette Ouéa. Le secteur privé ivoirien se prononce sur sa collaboration avec la Banque ouest-africaine de développement. Ce jeudi 19 novembre, une centaine de dirigeants d'entreprises exerçant dans divers domaines, notamment les secteurs bancaires, commercial et industriels, ont fait le bilan de leur partenariat avec la BOAD. La BOAD fait partie de ces premières institutions sous-régionales financières qui ont contribué justement au développement du projet de zone franche. Aujourd'hui, nous sommes fiers de constater que nos grands projets d'infrastructure sont en train d'être réalisés, en tout cas grâce à l'apport financier de la BOAD. Le partenariat n'est pas que direct, que bilatéral, il est multiforme. Parce que nous avons également des interventions en syndication que nous faisons avec la BOAD. C'est un des axes d'amélioration que je souhaiterais voir avec la BOAD. En initiant ce type de rencontre, la Banque ouest-africaine de développement veut renforcer ses liens avec le secteur privé ivoirien. Rappelons qu'au 30 septembre 2015, les financements de la BOAD en faveur du secteur privé ivoirien s'évaluent à 289 milliards de francs CFA pour 74 opérations. Ces critiques et ces suggestions, nous les prenons positivement dans le sens de réorienter le cas échéant et d'améliorer en tout cas notre façon de travailler, nos procédures. Au terme des échanges, la Banque ouest-africaine de développement a réaffirmé son soutien aux opérateurs économiques ivoiriens. La 9e édition du forum TIC pour tous s'est ouverte dans la ville de Hammamet en Tunisie. Elle est placée sous le thème de l'économie numérique à l'économie du savoir. L'événement se veut un catalyseur de la réduction de la fracture numérique dans toutes ses dimensions. La Côte d'Ivoire est invitée d'honneur à ce salon. La correspondance de notre envoyé spécial, Franco Adio. Un rendez-vous du donner et du recevoir. Quelques termes pour résumer ce 9e forum TIC pour tous de Hammamet en Tunisie. C'est que sur cet espace dédié, plus d'une trentaine de pays du monde proposent et prospectent autour de l'innovation technologique et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Plusieurs entreprises, le privé, l'institutionnel et le public composent la délégation conduite par le ministre de la Poste et des TIC Bruno Nabagné-Koné. Le thème de cette année nous invite à aller au-delà de ce qui est fait aujourd'hui autour de l'économie numérique pour aller vers l'économie du savoir. Cette économie du savoir, l'éducation, la formation, la promotion du contenu, donc le contenu culturel, les jeux, les films, les usages, le développement des usages dans l'éducation, dans la santé, etc., toutes choses que la Tunisie fait déjà et toutes choses que nous sommes intéressés à copier, à imiter. Pour cette ouverture officielle, présidée par le Premier ministre tunisien Habib Essid, l'accent est mis sur la créativité avec pour support le numérique en adéquation avec la thématique du forum, et cela pour un objectif. L'expérience n'est pas dans un seul pays en Afrique. La Tunisie, c'est vrai qu'elle a commencé plus tôt que d'autres, mais la Tunisie, elle a des choses à offrir. Mais la Côte d'Ivoire aussi a des choses à offrir. L'idée, c'est qu'on puisse partager tout ce savoir ensemble en utilisant la technologie de l'information. Plusieurs pays, plusieurs expériences à différents niveaux.
Une Afrique qui, selon le ministre ivoirien des TIC, veut s'inspirer du monde, mieux s'ouvrir au progrès technologique. Les TIC pour tous en Tunisie, le forum mobilise plus de 4000 participants venus du monde entier. Retour à Abidjan avec la première journée porte ouverte de l'Agence universitaire de la francophonie AUF. Elle a eu lieu ce jeudi dans les locaux de l'École normale supérieure ENS. Cette cérémonie a été marquée par la présentation de l'Agence universitaire de la francophonie, antenne d'Abidjan, et la promotion de ses activités pour un enseignement de qualité en Côte d'Ivoire. Grâce Kando, Félix Amani. L'Agence universitaire de la francophonie AUF est une association mondiale d'universités francophones. Elle œuvre notamment depuis plus de 50 ans dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Malgré ses missions, cette structure reste peu connue. J'entends parler de l'Agence universitaire de la francophonie, mais je n'ai pas les détails dessus. Je ne sais pas ce que c'est réellement. Pour donc permettre à la communauté universitaire de découvrir ses services, une journée porte ouverte est initiée. Cette journée permettra de connaître les activités de l'Agence universitaire de la francophonie, l'expertise que nous développons sur le territoire ivoirien, la formation au TIC des enseignants, la formation, l'accompagnement aux étudiants sur le LMD et toutes nos activités. Cette journée porte ouverte est une bonne opportunité parce que ça nous a permis de pouvoir nous familiariser aux différentes opportunités de formation. L'Agence universitaire de la francophonie accompagne le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans sa politique de réforme et de modernisation. Cette année, nous venons de refaire tous les programmes pour le style LMD. Il y a 8 domaines, nous avons fait 7 domaines où nous avons révisé les programmes, nous les avons harmonisés avec l'AUF. Présente dans 104 pays, l'Agence universitaire de la francophonie est l'une des plus grandes associations au monde avec près de 812 institutions. Les responsables régionaux du système éducatif de San Pedro veulent se donner les moyens de mettre en application le thème de cette année scolaire. Ensemble pour une école obligatoire et de qualité, une concertation vient d'avoir lieu sur le sujet au centre culturel de la ville. Thérèse Tapé-Yoboué. La direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de San Pedro est l'une des directions où la moyenne des résultats scolaires de l'année dernière est supérieure ou tourne autour de la moyenne nationale. Au CEP, on note 84,85%. Au BPC, 58,26%. Au bac, 36,8% et aux techniques, 45,38%. Au-delà de ces résultats, les responsables de l'éducation nationale de San Pedro entendent mettre les bouchées doubles pour une année encore meilleure. Pour un pays où le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, met tout en œuvre pour que l'école soit une réussite, que l'école soit un exemple. Et c'est en ce sens-là que nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire ce petit bilan avec nos collaborateurs et puis en même temps leur proposer ce que nous voyons comme perspective pendant cette année 2016 pour nous permettre d'être plus performants, pourquoi pas d'obtenir des taux de réussite de 100%. Pour donc relancer la machine, ils se sont retrouvés au centre culturel pour préparer le plan opérationnel de l'année 2016. Si nous fonctionnons dans une planification sur l'année civile, nous préparons en même temps la nouvelle rentrée scolaire et cela nous permet de prévoir les moyens financiers et matériels qu'il faut pour la nouvelle rentrée scolaire. Également au centre de la concertation, l'insécurité dans les écoles, les grossesses en milieu scolaire, les conditions de travail, le manque de tables-bancs, d'eau et d'électricité, de clôture dans certains établissements. Autant de problèmes soulevés par les participants qui méritent de trouver une réponse. Je vous le disais en titre, ce soir on s'intéresse aussi au passage piéton ou encore pont piéton, cette partie de la route aménagée pour assurer la sécurité de la traversée des voies aux populations, des ouvrages très souvent délaissés et rarement pratiqués par les piétons qui préfèrent traverser les routes en faisant fi des dangers liés à la vitesse des véhicules, simple paresse ou ignorance de l'utilité de ces ouvrages. La réponse dans ce sujet d'Alexis Ouedraogo. Un civisme. Sur les routes, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le mal est criard.
Si les automobilistes sont très souvent indexés pour leur mauvaise conduite, les piétons, eux non plus, ne sont pas sans reproche. Illustration parfaite, leur rapport aux ponts piétons, ces espaces aménagés pour leur permettre de traverser en toute sécurité. Les usagers préfèrent le risque pour, disent-ils, raccourcir leur chemin. Je sais que Japon, mais c'est ici là qui est raccourci, ça nous arrange les petites routes là. Raccourcir son chemin, sa vie aussi. Sur les 600 décès enregistrés chaque année pour des accidents de la route, 4 personnes sur 10 sont des piétons. Et si une voiture te cogne? Il faut du safrou là, maman. Ça veut dire que grâce à bon Dieu, ça ne veut pas me cogner. Sur l'autoroute du Nord, au niveau d'Agban, dans la commune d'Adjamé, la gendarmerie, face aux nombreux accidents répertoriés, s'est voulu ferme. Plus question pour les Bakas et transports en commun de garer loin des ponts piétons. À cause de nombreux accidents qui se passent, quand on les descend, ils traversent, courent pour traverser. Donc, quand les voitures là, les gens d'Agban, il ne faut plus on les descend. On les descend ici, ou bien directement la liberté. Il y a toutefois de bons élèves qui jouent la carte de la prudence et la recommandent vivement. On pointe le pont parce que c'est plus prudent. Mais que dit et fait la loi face à cette situation? Le piéton qui emprunte la voie express, s'il est accidenté, normalement, en dessous du pont piéton, il n'est pas pris en charge par l'assurance. À la question « Est-ce qu'il y a assez de ponts piétons sur les voies express ?», Lozère reconnaît des déficits, mais exhorte toutefois les populations au respect du code de la route. Le véhicule souvent qui vient, vous pensez que on vous voit. Le conducteur peut prendre la décision de freiner. Le véhicule, tant que l'énergie qui est à l'intérieur n'est pas finie, ne pourra pas s'arrêter. Et donc, sans le vouloir, le véhicule, enfin l'automobile peut vous écraser. Donc nous demandons aux piétons de faire attention à eux-mêmes. Il faut sensibiliser. La route tue, c'est une réalité. En Côte d'Ivoire, 6000 accidents de la route sont enregistrés chaque année. 600 personnes y perdent la vie quand 11 000 autres sont blessés gravement, dont 40% restent des piétons. Voilà un chiffre pour le moins surprenant. Au moins 2,5 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des toilettes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'absence de toilettes de qualité a un impact important sur la santé. Aujourd'hui, 19 novembre, comme c'est le cas chaque année, est décrétée Journée mondiale des toilettes. Une commémoration pour sensibiliser l'opinion publique sur l'utilisation des toilettes respectant les normes d'hygiène. D'ailleurs, et si on s'intéressait à la situation des toilettes à Abidjan, y en a-t-il suffisamment ou pas? Des questions que nous posons à Moussa Konaté. Les populations passent la plupart de leur temps hors de leur domicile. En cas de besoin naturel, les toilettes publiques sont le plus souvent sollicitées. Le WC public aussi c'est bon parce que quand tu sors à la maison, bon, si tu n'as pas une toilette, bon, nous aussi on est un responsable de père de famille. Bon, on ne peut pas prier dans la rue comme ça, il faut qu'on rentre dans un coin et puis on se fait toilette propre. Tu sors de chez toi, tu es très loin de chez toi et puis vous avez un besoin pressant, vous êtes obligé d'aller dans les WC publics. Voilà, vous êtes obligé, c'est une obligation pour les gens d'aller au WC public. Les toilettes publiques sont d'une grande utilité, mais elles ne sont pas en grand nombre dans le district d'Abidjan. Alors, très souvent, la rue devient un urinoir et rares des toilettes qui existent sont détenues par des particuliers. Ce jeune homme est gérant de toilettes publiques et selon lui, créer des toilettes publiques est une activité rentable. C'est un pipi 50 francs, laver 100 francs, l'eau 100 francs, bon, souvent tu gagnes 7 000. Bon, il y a les eaux aussi, tu gagnes moins 13 000, moins 12 000. Bon, ça dépend quoi. Activité rentable, mais l'entretien des lieux laisse à désirer. À l'intérieur de quelques toilettes visitées, l'hygiène fait défaut. Oui, il y a le coin aussi qui n'est pas propre. Si le pas propre aussi, nous, on ne rentre pas dans le coin. C'est mal entretenu surtout. La propriété n'y est pas. En fait, souvent, on verse acide aussi, ou bien, aux arrêts secs là, on prend pour verser la nuit comme ça. Le matin, si tu viens, tu laves avec les brosses, tu as fini de laver, tu mets des gousselins dessus. Voilà, après, maintenant, il y a autres arrêts à mettre dans le bidon aussi. Si c'est mouillé, on verse dans le douche un peu. Des toilettes publiques propres, respectant les normes sanitaires et d'hygiène, c'est possible. La mairie du Plateau, par exemple, s'est dotée de toilettes publiques modernes, une infrastructure de pointe avec toutes les commodités d'hygiène. Vraiment, ça m'a rendu un premier gaou à Abidjan, au lieu de Paris. La douche est vraiment propre,
Les toilettes sont propres. Surtout, ce qui me plaît, quand tu rentres, l'eau vient effacer les ruines de celui qui a passé. Il y a les clients qui sortent, ils rentrent directement pour nettoyer, ils pompent. Pour pas, les gens ils vont venir pour voir, pour sentir l'odeur des pipis, les caca, tout ça là. Quand vous rentrez, la lumière s'allume seule. Quand vous finissez, vous avez l'eau. Quand vous mettez la main, vous avez de l'eau directement. Le savon aussi automatiquement, les toilettes. Les urinoirs aussi pareil. Quand vous finissez, vous ne touchez à rien. Voilà, quelqu'un qui rentre, il n'a aucun risque parce qu'il ne touche à rien. Les toilettes publiques moins nettoyées sont un nid de microbes, de maladies infectieuses. La journée du 19 novembre est donc l'occasion pour sensibiliser sur l'accès aux toilettes de qualité. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a procédé aujourd'hui à la décoration de Lorenz Ommerger et Eberhard Richer. Ces deux hommes de culture d'origine suisse ont été faits chevaliers dans l'ordre du mérite national pour leurs écrits et expositions sur plusieurs peuples de la Côte d'Ivoire. Une reconnaissance de l'État ivoirien à ses promoteurs de la culture donc. La cérémonie s'est tenue au musée de civilisation de Côte d'Ivoire. Fidèle Aigné, doigt des lasers. Deux Suisses, Eberhard Fischer et Lorenz Hamburger, élevés au rang de chevaliers dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Ces deux hommes du monde de la culture ont produit plusieurs œuvres littéraires et fait des expositions en faveur des us et coutumes des peuples d'An, Akan et Gouro. Ils ont consacré leur vie à parcourir le pays d'An pour témoigner de la richesse de notre art, mérite de la Côte d'Ivoire. Des centaines de milliers d'Européens, d'hommes et de femmes, ont pu découvrir la beauté de notre art. Je voudrais, au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre et du gouvernement ivoirien, leur dire toute notre reconnaissance. Un geste apprécié à sa juste valeur par les récipiendaires. C'est un mérite de vos artistes traditionnels qui ont fait des chefs-d'œuvre qui sont aujourd'hui posés près du ceux du Metropolitan Museum ou du Musée de l'Homme. Je suis très touché et honoré et j'aimerais continuer ce travail pour votre pays. Eberhard Fischer et Lorenz Hamburger ont œuvré durant plusieurs années au Muséum Richteberg de Zurich à la promotion de l'art et de la culture des peuples de Côte d'Ivoire à travers des recherches, des thèses et des documentaires. Des images du royaume Djoablin qui célèbre demain vendredi sa traditionnelle fête de l'Igname qui marque le début de la nouvelle année. Pour que cette fête soit agréé par les mains des ancêtres, il ne doit avoir aucune division dans le royaume. C'est pourtant le cas dans le village de Tanguélan. Une cérémonie de réconciliation a donc été organisée ce jeudi avant les festivités. Le point complet de notre envoyé spécial Mamadou Kouassi dans nos prochaines éditions. On termine avec ces images, une autre découverte, le plus gros diamant jamais découvert depuis un siècle, d'un poids de 1111 carats, a été extrait au Botswana. La pierre incolore, aussi grosse qu'une balle de tennis, selon l'expertise de la compagnie canadienne Lucara, qui exploite la mine de Karowe dans le centre-est du Botswana où elle a été trouvée. Il s'agit du deuxième plus gros diamant jamais découvert et du plus gros diamant découvert depuis plus d'un siècle, toujours selon la société minière. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ongoran. Moi je vous dis à très vite, excellente soirée, l'information continue sur l'application RTI Mobile.